Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Grandes Contradictions, votre rendez-vous hebdomadaire où nous analysons et débattons des sujets brûlants qui agitent l'actualité nationale et internationale. Ce soir, comme chaque vendredi, je reçois deux confrères aguerris, Mas Gaspard Adamossi et Achille Wusso, pour décrypter avec vous les grandes questions de la semaine, des décisions parlementaires aux crises sécuritaires, en passant par les tensions sociales et les enjeux migratoires. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adamossi, Mas Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine. Oui, nous sommes encore là ce vendredi et on plante le décor avec le premier sujet proposé par Fauzia Sefou. La première rubrique, donc, la Riopine. Quelle stratégie un homme peut-il utiliser pour apaiser une femme en colère? Gaspard Adamossi. Stratégie pour apaiser une femme en colère. Tout d'abord, c'est difficile d'apaiser une femme en colère. Ça, il faut le dire. Très, très, très difficile d'apaiser une femme en colère. Maintenant, pour chercher une stratégie pour l'apaiser, il faut d'abord connaître l'objet de ce qui l'a mis en colère. Si vous ne connaissez pas l'objet, vous allez certainement tirer à côté. Si c'est des questions d'argent, bon, d'argent, oui, ça veut dire que vous pouvez facilement régler cet aspect-là. Si c'est des questions d'infidélité ou de jalousie, bon, vous allez aussi trouver les moyens, les stratégies. Beaucoup de stratégies. Vous allez la stratégie dans la nuit ou dans la journée? Dans les deux cas, oui, dans les deux cas possible. Non, écoutez, ne me tirez pas le verre du nez. Vous savez, si c'est de l'infidélité qu'il est question, je suppose que le mari infidèle ne satisfait pas correctement la maison. Je suppose que c'est peut-être l'une des raisons de la colère. Ça veut dire que le mari, pour l'apaiser, peut commencer par la satisfaire à la maison, c'est-à-dire commencer par accomplir ses devoirs conjugaux comme il faut. Donc, c'est une manière aussi de l'apaiser. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent permettre de trouver les stratégies, n'est-ce pas, pour régler ce problème-là. Donc, j'en ai abordé deux, il y en a une multitude. Hein. Donc, il faut d'abord connaître l'objet de la colère avant de trouver la stratégie pour pouvoir l'apaiser. Voilà. Le temps de vous permettre de mieux réfléchir. Achille Wusso, qu'est-ce qu'il faut faire? On en parlait justement dans les coulisses de l'émission tout à l'heure. Non, mais je crois que vous aurez quand même le courage de le dire ici, hein, sur le plateau. Oui, Gaspard a déjà marché sur ma langue. Il a feinté. Non, il n'a pas feinté. Il a dit les choses. Oui. Il les a dit sagement. Pas avec vous. Oui, Achille Wusso, vous avez la parole. Oui, mais c'est vrai qu'il faut d'abord savoir ce qui fâche la femme. Il faut savoir ce qui fâche la femme. Est-ce que c'est l'homme qui a tort dans la situation? Si c'est lui qui a tort dans la situation, il cherchera à coup sûr les moyens pour ramener donc sa conjointe à la raison. Et donc, je suis d'accord avec Gaspard quand il dit que la colère dont on parle, ça dépend donc de l'objet, de ce qui met la femme en colère. Si c'est effectivement une question de, question d'argent, bon, ça là, bon, c'est très facile à régler. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est courant. Si vous en avez. C'est vrai que c'est ça qui est courant. Non, mais non, il ne s'agit pas d'en avoir pour régler, mais il s'agit tout au moins de promettre. Et déjà, la promesse commence par
pas calmer un peu, pas apaiser un peu la tension, mais quand c'est effectivement une question donc de soupçon que le mari donc flirte dehors avec d'autres femmes, là, bon, il faut trouver vraiment les grandes stratégies. Par exemple. Non, mais la première, c'est de la mettre en confiance. C'est de la mettre en confiance. Bon, en restant un peu plus à la maison, en cessant peut-être donc pendant un temps donc de chercher dehors, passer plus de temps avec elle à la maison, et cesser donc de prendre les appels suspects, et peut-être bon, pour aller dans le même sens que Gaspard, ben, ce qui manque, il faut la lui donner. Qu'est-ce qui manque? Bon, je ne sais pas. Et le courage de le dire. C'est une émission pour adultes. Bon, en tout cas. Oui. Bon, en tout cas, il faut quand même qu'elle sente plus de présence et plus d'affection. Et donc, par rapport à ça, donc, je crois que c'est le lit qui règle le reste. Hein. Si vous voulez que je sois un peu plus précis. Voilà, le lit qui règle le reste. Gaspard Diamossi, je vous repose encore la question. Quelle stratégie un homme peut-il utiliser pour apaiser la femme encore? Je ne suis pas encore... Non, je me mets certainement à la place. Non, ce que vous voulez entendre, non, ce que vous voulez entendre, vous n'avez pas encore entendu. Bon, c'est pas ce que non, comme je l'ai dit, il faut connaître d'abord ce qui la fâche, le problème. Donc, j'ai déjà évoqué quelques cas. Mais il faut, dans l'absolu, il y a aussi des cas où elle peut se fâcher jusqu'à 1000 ans. Il n'y aura pas de solution. Si ce qui la fâche, vous n'avez pas la solution à ce qui la fâche, vous ne pouvez pas trouver de stratégie, quelque chose. Si par exemple c'est la présence de votre mère qui la fâche, si par exemple il y a des choses que vous faites de bien qui la fâche, ça veut dire que quel que soit alpha, vous ne pouvez pas trouver de stratégie pour la calmer. Et si, il faut aussi de son côté qu'elle se fâche pour que vous ayez la stratégie pour la calmer. Elle peut se fâcher, quelle que soit la stratégie que vous allez déployer, vous ne pouvez pas la calmer. Donc il y a de ces cas-là. Il y a aussi de ces cas où, bon, ni l'argent, ni ce que nous avons dit, ni le lit, ni rien ne peut la calmer. Elle a envie de partir. Non, pas peut-être de partir. Si c'est le cas, c'est ce que j'ai le cas que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est que rien que vous puissiez faire ne peut la calmer justement. Mais il y a aussi des cas où, bon, c'est peut-être le temps. Vous lui laissez le temps de digérer ce qui la fâche. Et là, le temps fera son œuvre. Oui, pourquoi pas. Même au foyer. Oui, bien sûr, il y a des disputes où chacun se fâche. Ben, on n'a pas besoin de se battre, de trouver des stratégies. Chacun se calme, le temps fait son œuvre et après on revient tout ça de meilleurs sentiments. Et donc, ce n'est pas... C'est pour ça qu'on a beaucoup de mères célibataires. Hein. Non, pourquoi? Parce qu'on se tait et qu'on ne dit rien. Oui. Non, ce n'est pas... Non. Le temps passe et... Non, ce n'est pas ça. C'est vrai que si c'est des gens qui ont l'habitude de s'exprimer, de s'extérioriser, et que le dialogue manque, et qu'on se tait sur des sujets, et que ça accumule des frustrations, c'est vrai que dans ce cas, on peut aller, on peut aller vers là où on ne veut pas aller. Mais je parle des cas où c'est des problèmes plus ou moins mineurs qui fâchent, où le temps peut permettre, n'est-ce pas, d'arrondir les angles. Mais les problèmes de divorce, c'est pas forcément lié à ça. Hein. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où, bon, chacun veut prendre sa liberté. Oui, il y a plus de soumission. Chacun veut être libre comme le vent dans un couple, alors que dans un couple, chacun a son espace de liberté et a également ses responsabilités. Et que les deux... L'homme demeure le patron du foyer. Non, c'est pas seulement en Afrique. C'est important de le dire. Ce n'est pas seulement en Afrique. Oui, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Oui. Et c'est vrai que certains cherchent à dévoyer un peu cet aspect. Mais même quand vous allez dans les livres, il y a une primauté dans le foyer, dans le couple, de l'homme sur la femme. On a beau crier égalité, égalité. Oui, non, ce n'est pas zéro. Il y a égalité dans des aspects donnés, mais il y a des aspects où il ne saurait y avoir égalité. Jusqu'à la fin du monde. On doit rappeler de temps en temps cet aspect. Bon, oui, pourquoi pas. Aux deux, aux hommes et aux femmes. Achille Ossou? Oui, mais je voudrais simplement ajouter qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut éviter. C'est, quelle que soit la colère de la femme, de lever le doigt sur elle. Il faut éviter coûte que coûte, parce que
elle vous pousse toujours à cette extrémité-là. De façon, ce n'est pas dans les stratégies. Oui, non. Ah non, mais bon, c'est comme une femme qui a confié à un ami que, ben bon, elle, pour la maîtriser, il faut toujours lui donner des plaies de gifle. À tout point de vue, dans toutes les circonstances. Ah bon, voilà, et voilà. Donc, on ne tape pas la femme, et surtout aujourd'hui. Tu peux refuser d'aller au lit avec elle, tu peux refuser de manger. Oui. Là, il faut donner de l'argent. Bon, en tout cas, il faut assumer ça. Dans ce cas, ce n'est plus sa nourriture. Tu refuses de manger ta propre nourriture. Gaspard Yamossi va me laisser conduire l'émission tranquillement. Et ce n'est pas faux, hein. C'est ma nourriture. Puisque je débourse de l'argent, je refuse de manger. Si tu prends l'habitude de te fâcher par rapport à la nourriture, elle prendra aussi l'habitude de te fâcher, de te mettre en colère davantage pour avoir plus de part. Donc il faut savoir aussi raison garder par moment. C'est vrai que c'est la première des stratégies, c'est le dialogue. Il faut apprendre à discuter, donc et dans le dialogue, on a toujours donc des portes de sortie, on a des perspectives meilleures. Mais bon, lorsque l'autre est totalement bouché, il faut aussi savoir prendre patience, hein, donc laisser le temps au temps pour permettre donc à la conjointe ou au conjoint au couple, hein, bon, en tout cas, celui qui est fâché ou celle qui est fâchée, de reprendre ses esprits et donc de revenir calmement. Mais en tout cas, ce qui règle tout, de façon ordinaire, de façon générale, ces situations-là, c'est le lit. C'est le lit. Il faut aller au lit et c'est terminé. Il faut aller au lit. Gaspard Yamossi, vous confirmez? Non, je ne saurais confirmer. Le problème n'est pas, ce n'est pas que physique. En tout cas, mais la vieillesse ne vous frappe pas quand même. Je ne comprends pas. C'est quoi votre problème? Non, vous voulez que je dise, non, écoutez, vous savez, ça là, c'est... Il ne faut pas jouer à l'opposition dans tout. Il faut avoir le but d'accompagner votre jeune. Non, ça là, c'est une fuite en avant. Ça peut être, le lit peut être un espace pour régler cette situation, comme ça peut être un espace pour l'envenimer et amener d'autres bagarres. Vous êtes sûr? Donc, oui, bien sûr. Oui, allez-y très rapidement. Comment ça peut être possible? En 1 minute. Non, comment vous pouvez... Ça peut créer d'autres problèmes comme Gaspard Yamossi. Oui, non, comment vous pouvez me fâcher à mort et venir au lit et chercher à me toucher. Ça peut amener des paires de gifles. On ne refuse pas le lit à son conjoint. Il faut l'enseigner à nos sœurs. Non, ça peut se refuser. Attention. Gaspard Yamossi. Parce que, oui. Retenez une chose. L'homme et la femme, les deux ont un problème. Oui. Ça ne concerne pas les deux sexes opposés. Hein. Non, bon, vous savez... Même dans l'islam, moi, je pense que c'est une manière de parler. Parce que si vous n'êtes pas proche et dans la tête, dans l'esprit, et dans le dialogue, moi, je pense que ça va être difficile. C'est relatif. Oui, moi, je pense que ça va être difficile que le corps, à moins que le lit ne soit d'abord l'espace de la réconciliation avant d'aller à ce que vous dites. Sinon, si en esprit, si dans la tête, vous êtes fâchés l'un contre l'autre, moi je ne vois pas comment on peut aller à l'acte aussi facilement. On peut des excuses pour on peut quand même pas se jeter sur l'autre. Ils ne sont pas des animaux, il faut commencer à échanger d'abord et parler. Non, mais il y a quand même un moment donc c'est d'abord la discussion. C'est d'abord l'échange. Mais au lit, on discute au lit. Non, on peut même commencer. On peut même le lit dont nous parlons ici, c'est l'espace de réconciliation. C'est l'espace de réconciliation. Comment vous pouvez dire que le salon peut être l'espace de réconciliation et le lit peut être l'espace... En tout cas, le meilleur espace de réconciliation. Il y a un espace de début et un espace de fin. Vous pouvez me dire que l'espace qui conclut cette dispute-là, c'est le lit. Merci beaucoup. Voilà. On va continuer. Apparemment, Gaspard Yamossi est dans... Non, vous voulez m'emmener sur un terrain où je ne vais pas glisser facilement. On respecte son avis. En tout cas, oui. Voilà. Merci beaucoup, Gaspard Yamossi Achinosu. Gaspard Yamossi, je reste toujours avec vous. Pas en tant que président du REJAB, hein. Vous êtes là en tant que journaliste, analyste politique. La loi de finances gestion 2025 a adopté hier, jeudi, au Parlement, par 81 voix pour, 28 contre et 0
Abstention. Les députés LD, les démocrates, fidèles à la logique politique, votent contre. Oui, en fait, dans la semaine avant dans cette semaine avant, bien sûr, l'examen du projet de loi de finances 2025, je crois que beaucoup de personnes ont supputé, ont cherché à savoir si les démocrates allaient faire autre chose que de rejeter ce projet de loi. Vous avez suivi également sur Guéry TV de finances. Par rapport à ce aspect. Oui, nous avons essayé d'analyser un peu et je crois qu'on n'a pas eu tort en disant que c'est pas évident que les démocrates fassent autre chose que de voter contre ce projet de loi des finances. Non pas que le projet est mauvais en soi, mais parce qu'ils sont dans une logique, c'est pour ça que le sujet l'a rappelé, ils sont dans une logique politique d'opposition qui ne leur permet pas pour l'instant, peut-être que le terrain n'est pas encore trouvé, d'adopter un certain nombre de projets ou de propositions qui viennent du pouvoir en place. Et donc, c'était logique qu'ils le fassent ainsi. Mais quand on regarde un peu le parcours par rapport à tout ce qui a été dit, je ne suis pas sûr qu'ils aient été mécontents ou bien qu'on ne leur a pas permis de voter pour ce projet de loi. Quand on se rend compte, par exemple, qu'ils ont participé à tous les travaux en commission budgétaire, quand on se rend compte qu'ils ont voté les rapports en commission, tout ce que nous disons là est lié au budget. Et quand on se rend compte qu'ils n'ont rien dit de fondamental contre ce projet de loi des finances, et quand on se rend compte également que sur 44 amendements, dont les leurs, seulement 4 n'ont pas été pris en compte, on se pose la question de dire, mais fondamentalement, pourquoi ils ont rejeté en bloc ce projet de loi des finances. Et donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que c'est, comme on l'a dit, une position politique. Je l'ai expliqué par ailleurs. Et parfois, ils participent aux échanges, ils ont bien la volonté. Certains d'entre eux ont bien la volonté. Mais quand l'ordre vient d'en haut et qu'on dit non... Qui par raison? Non, ils ont un chef de parti, ils ont un président de groupe parlementaire, ils ont... Non, peut-être, parce que quand on est là, il y a un an, quand on faisait ce débat là par ailleurs ici, je crois que en leur reconnaissant leur position d'opposant, on a fustigé le comportement du vice-président qui avait dirigé les travaux, qui est membre de l'opposition et qui avait par ailleurs voté pour. Nous avons dit qu'il n'avait pas respecté la ligne, la discipline de son groupe parlementaire. Et donc, si le chef, l'un des chefs, je dis, ça peut être le président du parti, ça peut être le président du groupe parlementaire, ça peut être une logique où, dans les consultations à l'interne, une majorité s'est dégagée pour dire on doit rejeter. Je pense que vous devez suivre cette logique-là. Et je dis que, bon, ce ne serait pas évident qu'il ne soit pas au courant. Ça voudrait dire qu'il ne dirige pas véritablement son parti et ses groupes. Et je sais bien qu'il est au courant. Et donc, c'est une logique politique, on le leur reconnaît. Mais il faudra l'expliquer pour que les gens comprennent que c'est pas parce que la loi des finances est mauvaise en soi qu'ils l'ont fait, mais qu'ils sont dans une logique d'opposition et que ça peut s'expliquer. Non. Voter pour ou contre. Oui, ils sont totalement libres de voter pour ou contre. Ils sont dans leur logique politique. Du moment où ça n'empêche pas que le projet soit adopté et mis en œuvre et que le Bénin est déjà doté de sa loi des finances pour la gestion 2025, je crois que le reste n'est que détail. Achilouchou. Non, mais c'est dommage que on assiste toujours à cette position de radicalisme de l'opposition au Parlement, parce que lorsque vous avez participé aux travaux en commission de fond en comble, et que vous avez fait des amendements qui ont été pris en compte, et il va de soi, dans la logique des choses, que quelles que soient vos appréhensions contre ce que vous avez fait ensemble, vous pouvez, il y a le débat général, et dans le débat général, ils peuvent toujours s'exprimer par rapport à leur insatisfaction, d'accord? Mais cela ne peut plus justifier un rejet catégorique. C'est dommage. Je vous avais toujours dit que les membres de l'opposition, du parti, surtout les démocrates, ont fait l'option donc d'un radicalisme politiquement aveugle. Je vous ai toujours dit ça ici. Bon, c'est à croire que j'ai quelque chose contre eux, non.
Mais c'est le nihilisme qu'ils adoptent qui nous amène donc à dénoncer ce comportement-là. Le Bénin a besoin d'être construit. Et pour être construit, le Bénin a besoin donc de toutes les forces. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la gestion donc de la chose publique directement en main que on doit coûte que coûte donc chercher à jeter donc de l'opprobre sur ce qui est fait, malheureusement. Et donc, moi, ce que je leur reproche, c'est que durant donc tous le déroulement des travaux en commission, à aucun moment ils n'ont levé le ton pour dire que ça n'allait pas, pour avertir, préparer le peuple par rapport donc à ce qui allait se passer pendant le vote, mais qu'ils participent correctement et comme cela se doit, qu'ils participent aux travaux, qu'ils fassent des amendements, que l'État se donne donc l'obligation de satisfaire ces amendements-là et qu'au dernier moment, il rejette encore le projet de budget ou la loi des finances. Bon, je me demande si cette position politique... La liberté a aussi des exigences. C'est à quoi que ce qu'on appelle liberté là, donc c'est la porte ouverte à tout. Non, la liberté a des exigences. Non, je suis d'accord qu'ils sont libres, mais je suis d'accord qu'ils sont respectés. Non, je respecte leur position, je respecte leur position, je respecte donc leur liberté, mais je dis que toute liberté a aussi des barrières. Et donc, il faut aussi savoir respecter les barrières et faire les choses dans le cadre de la logique. Je ne fustige pas le vote des démocrates. Au contraire, comme je l'ai dit tantôt, c'est une logique parfaite. Vous savez, ce qui aurait gêné, ce qui gêne, c'est par exemple qu'ils rejettent le rapport d'activité du président, qui est un condensé de ce qu'ils ont fait, tous leurs missions, un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez le budget de l'État, c'est un parti qui aspire, n'est-ce pas, à prendre le pouvoir, à l'exercer. Et donc, leur demander de donner quitus au gouvernement par rapport à sa loi de finances pour l'année 2025, c'est comme si... Ils sont responsables de quelque chose. Non seulement ils sont responsables, mais c'est comme s'ils disent que tout est parfait dans le document et que on peut donner quitus. Eux, ils doivent émettre des raisons, ils doivent pouvoir dire aux populations quand ils vont sur le terrain qu'il y a tel aspect qui n'est pas bon, tel, et donc ils se donnent ces moyens politiques de le faire. Donc c'est de bonne guerre à mon avis. Vous appelez à réagir dans les jours à venir alors pour clarifier la position. Non, je ne les appelle pas. Leur position, ça se comprend aisément. On n'a pas besoin de les appeler à expliquer. Quand ils iront sur le terrain, derrière, dans les prochains jours, vous les verrez sur des émissions où ils vont largement expliquer, voilà, ils vont expliquer largement et ce pourquoi ils n'ont pas voté. On peut les comprendre par rapport à ça. Comme on l'avait dit, ils jouissent de leur liberté. On n'a pas à leur... Du moment où cette liberté-là n'a pas coincé la gestion du pays, n'a pas bloqué le vote de la loi des finances, on le leur concède et on avance. Vous êtes désormais LD, c'est ça? Non, j'aurais beaucoup de positions parce que moi, mes positions sont invariables et donc le vendredi prochain, vous pouvez dire que je suis UP le nouveau, je vais m'en accommoder. Non, ça c'est le parti principal. Ah, c'est le parti, mais non. Achille le chose du bien. Non, mais moi je ne sais pas pourquoi on cherchera coûte que coûte des raisons pour aller montrer à la population que ça ne va pas. Non, mais c'est dans la gestion. C'est dans la mise en œuvre. Non, je dis c'est dans la mise en œuvre de ce budget-là qui trouveront des arguments pour les contrecarrer. C'est pas dans le vote. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est votre avis. Je respecte votre avis aussi. Comme je respecte l'avis des autres. Non, mais je respecte l'avis de Gaspard. Donc, je reste toujours avec vous, Achille, direction Nord-Bénin. Les terroristes ont frappé cette semaine encore dans le nord du pays, comme je le disais tantôt. Le mal est loin d'être maîtrisé. Et j'accuse en partie les populations. J'accuse en partie les populations parce que ces terroristes dont on parle sont dans la population. Ils sont dans les maisons. C'est-à-dire ils ont loué, ils habitent avec les populations. Ils ne sont pas dans les brousses. Ils ne sont pas dans les brousses. Ils sont dans les maisons, ils sont au contact des jeunes. Tous les jours, ils abordent des jeunes, ils leur proposent donc beaucoup de choses. Ils le savent.
Et donc, je crois que si nous sommes dans un pays où le patriotisme bat vraiment son plein, où ne bat pas de l'aile, il revient donc à cette population-là de dénoncer les actes suspects ou les comportements suspects ou des personnes qu'ils suspectent. Mais si tel n'est pas le cas, je crois que, parce qu'on peut régner sans le renseignement, hein. Et je crois qu'il faut donner les informations. Si on n'a pas les informations, on peut rien faire. Et par rapport à ça, peut-être que les politiques aussi ont un rôle à jouer. Peut-être que leurs parents, qui sont donc à des postes de responsabilité, à des postes politiques, devraient aussi retourner les rencontrer ces jeunes-là et discuter avec cette population, discuter avec eux, les mettre en confiance. C'est vrai qu'il y a la peur donc de dénoncer, mais il faut mettre en confiance. Il faut véritablement mettre en confiance. Parce que moi, je n'ai pas les armes qu'il faut pour défendre le gouvernement, mais nous savons quand même qu'il y a un effort qui est fait par rapport donc à la lutte contre ce mal-là, qui frappe, malheureusement, qui ne frappe pas les dirigeants, hein, mais qui frappe la population. Et donc, par rapport à ça, moi, je voudrais que la population collabore suffisamment pour permettre donc à l'armée ou à la police d'avoir les informations qu'il faut pour aller frapper là où il faut. Achille-Oussou et Gaspard Diamossi. Non, moi, je n'accuse pas les populations. C'est vrai qu'on parle de coproduction de la sécurité, donc une certaine collaboration entre les populations et les forces armées, mais en réalité, moi, je ne pense pas que, peut-être une certaine population, parce que moi, je doute que les gens restent avec des terroristes et sachent que c'est des terroristes et ne les dénoncent pas et les laissent agir. Je ne pense pas, parce que autant que nous avons peut-être des voisins qui sont zèmes la journée et qui sont braqueurs la nuit, on ne le sait pas. C'est des gens qui se dissimulent, au niveau de la population et qui agissent pas forcément en journée, mais la nuit, vous ne savez jamais ce que ceux-là font. Et réellement, et donc, ce que moi je peux accuser, c'est un peu les forces de défense et de sécurité. Et je pense que le chef d'état-major, dans la semaine, a attiré les attentions sur cela, parce qu'il a dit, tous ceux qui sont déployés sur les terrains d'opération dans le Nord, face au terrorisme, doivent être en permanence en situation d'alerte. Parce que c'est comme si, à des moments donnés, ces agents de sécurité se relâchent, laissent les armes, ou sont dans des positions où les gens finissent par les surprendre et opèrent. Et je crois que c'est d'abord ça. D'abord, le matériel. D'abord, que les hommes soient en alerte, comme on l'a dit, et que les hommes soient préparés, qu'ils aient le matériel qu'il faut. Et que surtout, on l'a dit, c'est pas dans les populations, les gens, c'est pas des gens qui agissent de Cotonou, de Porto-Novo, de Malanville, c'est des gens qui quittent ailleurs. Et donc, on l'a toujours dit aussi, un seul pays ne peut pas combattre ce mal-là. Donc, il faut que les pays qui sont en proie à cette situation-là puissent se souder. Parce que parfois, les gens opèrent au Bénin, se réfugient au Niger, se réfugient au Mali, et ainsi de suite. Et donc, si les gens ne les prennent pas en sandwich et ne les chassent pas, je ne pense pas que ce mal-là puisse s'en aller si facilement. Des migrants clandestins béninois rapatriés d'Algérie vers leur pays. Qu'est-ce qui peut justifier Gaspard Diamossi, voilà, cette volonté de partir malgré les risques encourus? Non, la première chose, c'est la misère. C'est la misère. Et c'est bon, c'est là. Nous ne souffrons pas, c'est ça? Ah non, vous n'êtes pas miséreux. Rien qu'à avoir votre pouvoir aujourd'hui. Non, plus sérieusement, vous savez, j'ai dit misère, mais il y a aussi la quête du mieux-être. Oui, ça va avec la quête du mieux-être. Et il y a certains qui ont le goût de l'aventure, hein, c'est pas vous et moi. Moi, je suis quelqu'un de tranquille dans ma tête et dans mon esprit. Je peux être au Gari matin, midi et soir, mais moi, je tiens à ma vie, je tiens à ma tranquillité. Moi, je ne prendrai pas la mer, même pour des milliards. Ça, c'est moi, ça. Mais il y a d'autres qui on a envie d'acheter de yacht, ou bien comment ils appellent ça, yacht. Oui, non, si le destin m'y amène, mais si je n'ai pas la possibilité de le faire, je ne vais pas prendre le risque de mourir parce que je veux avoir yacht. Non, il faut être dans la tranquillité d'esprit. Et je pense que c'est la faute d'abord à nos dirigeants qui doivent créer les conditions pour que les jeunes, ceux qui ont l'esprit d'aller braver la mort, pour les motos, non, les gens sont prêts à brader 5 millions ou 10 millions
pour dire qu'ils vont en aventure. Et malheureusement, ils tombent dans la main des passeurs, des faux, et qui les grugent. 2 millions même. Et c'est des gens qui tu peux te lancer dans une activité ici, bien sûr. Mais les gens n'ont pas. Et finalement, c'est des gens qu'on rapatrie, qui n'ont même pas de quoi prendre de l'eau, de quoi prendre le moyen de transport de retour. Et donc, bon, créons les conditions pour que les gens restent dans leur propre pays. D'accord. Vous adressez à qui? À les équipes? Non, je parle aux dirigeants, quels qu'ils soient. C'est comme si... Non, j'ai dit créer. Je n'ai aucun pouvoir. Non, mais le peu de moyens que vous avez créé une activité et vous êtes dedans et vous battez pour. Et c'est ce que je demande aussi aux jeunes qui tentent de partir à coups de millions à ce type d'aventure. Et au finish, quand ils vont, c'est pour balayer les rues, pour être des éboueurs, et qui s'affichent sur les réseaux sociaux comme des gens qui vivent tellement bien. Et c'est ça qui permet à ceux qui sont ici de dire, mais si ils vivent bien là-bas, alors que c'est faux, archi faux. Mais ils ont quand même non, écoutez, avoir de moyens, c'est aller laver les plats dans le foie, aller balayer les techniciens de surface, aller nettoyer les égouts et tout ça, et venir ici faire le riche. Non, moi, c'est pour ça que ces gens-là, moi, je les envie pas. Quand ils viennent, c'est vrai, ils roulent carrosse, ils font les malins, mais quand au fond, tu te dis, mais bon, c'est le... Ils sont mieux que nous, quand même. Hein? Oui, quand ils viennent ici, ils sont mieux que nous, mais quand ils sont là-bas, nous sommes mieux qu'eux. Merci Gaston Yamosi. Je vous reviens dans un instant avec le dernier sujet. Très rapidement, Achille Osso, vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais je n'avais même rien dit. Je n'avais encore rien dit par rapport à ça. Non, mais oui, allez-y. Moi, je ne suis pas d'accord avec Gaspard qui accuse les dirigeants. C'est vrai que, bon, le mieux-être, on devait dire que... Mais si les dirigeants de là-bas n'avaient pas créé ces conditions-là, est-ce que les gens allaient quitter ici pour aller là-bas? La mieux partagée. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas de pays où on n'a pas de comment on les appelait, de diplômés sans emploi ou de jeunes à la quête donc de mieux-être. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au monde. Même là où ils vont là. Mais ils ont aussi leurs pauvres, ils ont aussi leurs sans-emploi. En fait, moi je pense qu'il y a un problème peut-être d'éducation. Il y a un problème d'information, de sensibilisation. Et ce qui me gêne, c'est que au moins nous voyons à la télévision que ces voix qui nous apportent, beaucoup ont déjà échoué. On a déjà rapatrié beaucoup. Et pourtant, ils s'entêtent toujours à prendre les mêmes chemins pour aller en Europe. C'est dommage. Celui qui a une moto, qui vend une moto pour dire qu'il va en aventure, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais avec une moto aujourd'hui, le minimum c'est 400 500 000. Et avec 400 000, 500 000, il peut s'installer, il peut quand même s'installer, il peut s'installer à son propre compte et commencer par faire de petits jobs et grandir. Mais vous êtes parti d'où? Mais il faut qu'un jour on raconte votre histoire, comment Guérit est devenu Guérit aujourd'hui. Il faut dire, non, mais parlons de la télévision aujourd'hui. Mais que vous êtes parti d'un téléphone portable, vous avez été chassé même d'un reportage, de votre premier reportage. C'est pas l'autre jour, on va en parler. Non, et pourtant, non, c'est pour dire qu'on peut rester sur place, souffrir et se frayer un chemin. On n'a pas besoin d'aller en aventure. Ils sont pressés. Non, ils sont pressés. Ils ne savent même pas. C'est-à-dire, moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils n'ont même pas de garantie d'arriver à destination. Ils n'ont pas de garantie d'avoir un emploi là-bas. Ils n'ont pas de garantie qu'ils auront les conditions de circuler librement là-bas. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Au moins, vous êtes chez vous. Vous pouvez sortir, aller là où vous voulez, revenir quand vous voulez, et personne sans être inquiété. Et donc, je crois que il y a fondamentalement un problème d'éducation. Et peut-être que le gouvernement ou les dirigeants doivent travailler donc à suffisamment mettre dans la tête des jeunes aujourd'hui que le bonheur n'est pas ailleurs. Mais je crois que tous les jours, il y a des offres de recrutement. Il y a le premier emploi avec, comment ils appellent, l'agence... avec l'ANPE. Mais on peut trouver quelque chose aujourd'hui. Mais si, au lieu d'aller curer les caniveaux en Europe ou laver le derrière, aux vieilles personnes, on peut quand même le faire. On peut le faire ici avec la société qui gère l'enlèvement des ordures dans notre pays. Mais écoutez, ils gèrent les ordures, mais ils ne gèrent pas le derrière. En tout cas, c'est pour dire que il y a pire que ce que Gaspard dit tout à l'heure, qu'il cure les caniveaux, il lave les. Mais
ils gardent les vieilles personnes dans les maisons. Mais ils souffrent. Mais c'est eux qui vont verser, excusez-moi du peu, ce qu'on appelle ici le pot. Et c'est ça, l'emploi pour lequel ils courent pour aller à l'extérieur. Donc il faut peut-être leur dire suffisamment que l'Eldorado n'est pas ailleurs, l'Eldorado est avec nous et que nous pouvons travailler donc à être heureux chez nous. À être heureux chez nous. Et Achille Osso, bavure policière, de nouvelles directives reçues par les commissaires de Lomé. Moi j'attends donc de voir dans leur mise en œuvre quels seront les nouveaux comportements donc, de nos forces de l'ordre. On en a suffisamment débattu le vendredi dernier. On ne va pas revenir sur ça. Il va falloir donc que la police, je suis d'accord. En venant tout à l'heure, il faut le dire aussi, j'ai noté quelque chose, que les gens ne portent même plus de casque. Entre Avanco et ici, non mais j'en ai vu. J'en ai vraiment vu. Et je dis, mais comme ça, ce serait difficile de défendre nos populations. Au moins le port de casque, que ça rentre dans les habitudes. Mais les infractions que la police elle-même crée à tout bras là, c'est ça là. Il faut mettre fin à ça. La police est là pour protéger la population et doit faire son travail comme cela se doit. Voilà. La police, elle est là pour protéger la population. Oui, et ce qui me réjouit, c'est qu'on a comme l'impression qu'au moins la hiérarchie policière a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le DGPR a évoqué le sujet dans la semaine. Et en même temps, c'est comme s'il y a des phases de sensibilisation, notamment des commissaires, ceux qui dirigent les commissariats et autres là. Et donc, s'ils ont pris conscience que quelque chose ne va pas, j'espère qu'ils feront le travail pour que ça aille davantage. Moi, je ne vais pas accuser les populations, mais je dis qu'il faut que les policiers fassent ce qu'il faut et qu'il y ait moins de bavures. Parce qu'on ne leur refuse pas de faire leur travail. On ne leur refuse pas de réprimer parce que nous sommes têtus. Mais ce qu'on refuse, c'est que des innocents trouvent la mort, ou bien que pour des questions de je n'ai pas porté de casque et que on veut me protéger et que je trouve la mort par leur faute. Je pense que c'est ce genre de situation. Ce que nous appelons bavure, c'est ça que nous ne voulons pas. Sinon, la police doit jouer son rôle dans la cité. Le baromètre de la semaine qui monte chez vous? Bon, je vais commencer par là où j'ai fini. Je préfère féliciter les policiers, notamment la hiérarchie, pour cette prise de conscience-là. Parce que quand vous prenez conscience que quelque chose va mal, c'est que vous allez peut-être essayer de trouver la solution à ça. Et celui qui descend, c'est vrai que j'ai défendu tout à l'heure la position contraire, mais je voudrais faire descendre les démocrates. Parce que j'estime que même quand on fait de l'opposition, par moment, il faut laisser un peu du terrain pour la discussion et le dialogue. Et je n'ai pas l'impression que les démocrates soient dans cette logique-là. Je m'explique. Actuellement, ils sont en train de parcourir un certain nombre de partis politiques et de négocier l'audit du fichier électoral. J'estime qu'ils auraient pu poser des actes qui tendent à aller vers les autres, à tendre la main aux autres et permettre que les discussions puissent... Mais ils tendent vers la radicalisation et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Achille Osso. J'ai les mêmes positions. Bizarrement, j'ai les mêmes positions. Donc, la hiérarchie policière, pour sa réaction, oui. Et donc pour les nouvelles directives qui ont été données donc, au commissaire, et nous allons voir ce que cela sera dans la réalité. Et les démocrates qui descendent, parce que ne sont d'aucune contribution pour le développement. Il faut qu'ils contribuent au développement. Moi, je pense que ils le font à leur manière, parce qu'il ne faut pas aussi de l'unanimisme dans un pays. Il faut que des gens disent que ça ne va pas. Ils sont dans leur ça ne va pas. C'est déjà bien qu'ils soient minoritaires. C'est déjà bien qu'ils soient minoritaires et qu'ils n'influencent pas les choses. Merci, Achille Osso, merci. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions pour le compte de ce vendredi 7 novembre 7 décembre. Ah oui, 6 décembre. C'est le 6 décembre. Vous êtes pressé là. Voilà. On dirait que vous attendez un chèque pour demain. Voilà, merci à vous. C'était donc les grandes contradictions de ce vendredi 6 décembre 2024 dans vos maisons. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Les grandes
Contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.